Bonjour, bienvenue sur cette courte vidéo de formation autour de la chaîne de pronation. Alors, la chaîne de pronation est un phénomène bien connu des podologues, même si très souvent elle ne se présente pas sous ce nom-là. Je vous remercie d'avoir réservé un petit peu de votre temps pour en apprendre plus sur ce phénomène-là. De mon côté, je vais m'engager à ce que ça en vaille la peine. Cette vidéo a pour vocation de vous sensibiliser, d'aiguiser votre intérêt et enfin de vous donner quelques petits outils pratiques pour pouvoir vous-même détecter une chaîne de pronation en quelques secondes dans vos cabinets et donc ainsi pouvoir réorienter vos patients vers le bon professionnel de santé, à savoir dans ce cas-ci le podologue. Avant de commencer, je me présente très rapidement, je m'appelle Nathan Humez, je suis podologue diplômé d'État depuis 2018 à l'école de Lille et après mes études, j'ai décidé de me former avec Éric Gillard, j'ai suivi tout le cursus dans le centre compétences biomécaniques en Belgique. Depuis peu, j'ai également commencé à me former dans les préférences motrices et la fasciathérapie. Le but de cette vidéo est qu'elle soit le plus digeste pour tout le monde et donc il y aura certaines approximations qui nécessiteront peut-être des explicitations de la part des personnes les plus exigeantes. N'hésitez surtout pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et si jamais vous souhaitez me contredire, c'est également un plaisir que d'apprendre et de grandir dans les confrontations des points de vue. Voilà, je vous souhaite une excellente vidéo de formation et on se revoit à la fin. Passons maintenant au cœur de cette formation. Comment détecter une chaîne de pronation? Avant toute chose, il faut définir ce qu'est une chaîne de pronation et ce sera donc la première partie de cette vidéo. La pronation est le mouvement que fait une cheville qui s'effondre vers l'intérieur ou qui tourne vers l'intérieur. C'est un mouvement parfaitement physiologique à la condition qu'il ait lieu à un timing bien précis du pas et dans une amplitude raisonnable. Lorsque ce mouvement a lieu trop fort ou trop longtemps, il risque de porter à conséquence pour le patient. Une chaîne de pronation est simplement l'ensemble des conséquences d'une pronation excessive. C'est peut-être le motif de consultation le plus répandu dans nos cabinets, mais il ne se présente jamais sous ce nom-là. Alors, que provoque une chaîne de pronation? Nous allons, par souci de facilité, suivre une logique ascendante. Dans un premier temps, nous allons pouvoir observer une torsion entre l'avant et l'arrière du pied et d'éventuels symptômes comme typiquement les aponevrosites plantaires ou à plus long terme les épines calcanéennes, donc une calcification de l'anthèse de l'aponévrose. L'avant du pied ne suivra que partiellement l'arrière du pied, qui sera simplement limité par les amplitudes articulaires de rotation des articulations tarso-métatarsiennes. Ensuite, un symptôme que nous retrouverons très régulièrement, c'est l'hallux valgus. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi je le considère comme un symptôme et non comme une cause idiopathique ou simplement génétique, il va falloir reprendre le déroulé d'une pronation et ses conséquences. La pronation va inciter les métatarsiens à se coucher sur l'intérieur, les uns sur les autres, et le premier bien souvent davantage que les autres. L'articulation métatarso-phalangienne du premier métatarsien va alors se mettre dans une flexion relative par rapport à ce métatarsien qui est couché sur l'intérieur et se subluxer pas après pas jusqu'à donner la forme que nous connaissons bien. Ensuite, le troisième symptôme dont nous pouvons parler est l'inflammation, la douleur du tendon d'Achille. Cela peut être une inflammation passagère, une inflammation chronique ou parfois même une calcification à force d'inflammation. Le tendon ne va plus fonctionner à la verticale, le plan et l'axe dans lequel il est censé fonctionner, mais se retrouver arqué. Il va subir les contraintes de torsion du calcaneus, l'os du talon, le poussant à aller vers l'intérieur, et à cause de ces fibres spiralées, le tendon d'Achille va se désorganiser et s'inflammer suite à cette torsion. Pour le quatrième symptôme, nous allons nous arrêter sur le tibial antérieur. Plus commune lors de la course à pied, la douleur au tibial antérieur s'explique par le fait qu'il va devoir freiner et retenir la pronation excessive du pied. Et celle-ci sera exagérée par, l'élan mis sur le pied lors de la course ou lors de l'activité sportive physique. Sur ce genre de mécanisme douloureux, il s'agit d'acidose, c'est-à-dire que le muscle ne va pas être suffisamment perfusé et cela est dû au fait que sa pression interne va être supérieure à la pression sanguine, puisqu'il va être tout le temps en train de travailler pour retenir cette fameuse pronation.
Pour le cinquième symptôme, nous allons nous attaquer à la patte doigt. Donc c'est une insertion où trois muscles viennent trouver leur terminaison. Elle est juste en dessous du genou à l'intérieur. Les trois muscles concernés sont le gracile, le sartorius et le semi-tendineux. La pronation est systématiquement accompagnée d'une endorotation de la jambe. Celle-ci peut alors soit entraîner le fémur, soit créer un couple de torsion entre le tibia et le fémur. Cela peut éventuellement causer des gonalgies diffuses et internes. Il s'agit ici d'un autre symptôme et nous n'allons pas en parler davantage. Pour ce qui est de la douleur au niveau de la patte doigt, si le fémur suit l'endorotation de la jambe, le bassin, lui, ne peut pas suivre ce mouvement, jamais. Et donc tous les muscles trouvant leur origine sur le bassin et leur terminaison sur le membre inférieur vont voir leur trajet rallongé et le plan dans lequel ou l'axe autour duquel ils sont censés fonctionner changer. Cela va provoquer des pathologies de surutilisation. Par exemple, si un TFL prend le rôle de fléchisseur de hanche d'un droit fémoral. Concernant ce dernier point, on peut par exemple citer les douleurs au niveau du tractus iliotibial ou des adducteurs, qui sont tout à fait concernés par l'endorotation de la jambe et l'allongement des trajets associés au fait que les muscles et les structures anatomiques ne fonctionnent pas dans les plans dans lesquels ils sont censés travailler. Nous voilà arrivés à la moitié du corps humain, mais vous vous en doutez, cela ne se termine pas là. Le bassin répond à la rotation interne de fémur par de l'antéversion. Nous avons donc deux possibilités. La première, c'est lorsque la pronation est symétrique, le bassin va donc faire de l'antéversion de façon symétrique. L'horizontalisation du sacrum est une des conséquences. On aura donc une augmentation de la lordose lombaire et par conséquent de toutes les courbures de la colonne vertébrale. Dans un second temps, une deuxième possibilité est que la pronation est asymétrique. Les hémibassins vont donc s'antéverser dans des proportions différentes, provoquant ainsi des torsions de bassin. Le sacrum subira évidemment cette torsion, proposant une base incertaine à la cinquième lombaire. Celle-ci va devoir s'adapter à cette base, et chacune des vertèbres tentera de rétablir un semblant d'axialité. Pour cela, elles vont créer entre elles des subluxations légères, et je dois maintenant vous faire un aparté sur les subluxations pour comprendre en quoi c'est important. Lorsqu'il y a subluxation, le corps le voit comme une agression faite à son intégrité. Et pour cela, il va augmenter, entre autres choses, le tonus basal d'un ou plusieurs muscles prenant leurs insertions près de l'articulation concernée. Cela va avoir deux effets. Provoquer de la douleur pour prévenir d'une utilisation trop intensive et réduire les risques que l'articulation ne perde encore davantage de stabilité. Les subluxations, à tous les étages vertébraux, peuvent amener des contractures proches. Pour le prendre dans l'autre sens, il est pertinent d'envisager l'équilibre de la colonne lorsque l'on rencontre un problème de contracture récalcitrante dans la zone dorsale. Voilà quelques-unes des principales conséquences possibles d'une chaîne de pronation excessive. Évidemment, chaque patient présentant un peu trop de pronation ne souffre pas de lombalgie chronique, mais chez les lombalgiques chroniques, l'exploration de cette piste fait sens. Il existe bien d'autres conséquences et symptômes à une chaîne de pronation. Évidemment, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de chacune d'entre elles. Le but n'est pas de vous transformer en podologue aguerri en seulement 20 minutes, mais simplement de vous sensibiliser sur le sujet. Bien sûr, cela s'approche davantage de la vulgarisation que d'une formation complète et holistique, mais vous vous doutez évidemment qu'en 20 minutes, je n'ai pas le loisir de vous détailler chaque point précisément autant que je le souhaiterais. Je vais maintenant passer face caméra pour vous donner quelques moyens techniques à l'aide de palpation afin de déterminer si votre patient mériterait de consulter un podologue. Alors, me revoilà face caméra. Je me suis rendu compte lorsque j'ai pris les vidéos des palpations que les imprimantes 3D derrière faisaient beaucoup de bruit et que ça rendait la vidéo très désagréable à écouter. Je vais donc supprimer le son des vidéos de palpation mais conserver l'image et je commenterai les palpations en apparaissant en bas de la vidéo. Nous allons donc commencer par la première palpation au niveau du tibial postérieur, dans la partie inférieure de son corps musculaire. Le tendon passe ici et le corps musculaire commence ici. Pour le palper, c'est très simple, il faut lever un petit peu le talon et vous venez crocheter avec le pouce sous le bord médial du tibia. Le patient peut ressentir une douleur, alors elle n'est pas systématiquement liée à une acidose, mais lorsque plusieurs signes vont dans le même sens, on peut en déduire raisonnablement que c'est le cas.
Une acidose, très souvent, est liée à un manque de perfusion du muscle parce qu'il travaille trop et donc son tonus basal est trop élevé pour être perfusé correctement. Concernant la seconde palpation, nous allons nous attarder sur la patte doigt. Il s'agit d'une insertion de 3 muscles distincts, à savoir le sartorius, le gracile et le semi-tendineux. Elle se situe juste en dessous du genou, sur la partie médiale de l'épiphyse du tibia. Lorsqu'il y a une rotation interne excessive suite à une pronation elle aussi excessive, les 3 muscles s'insérant sur la patte doigt vont voir leur trajet rallongé et donc être étirés à outrance. Pour la palper, il suffit simplement de faire glisser le pouce avec une légère pression sur les insertions tendineuses. Pour la troisième palpation, nous allons nous intéresser aux adducteurs. Il est un peu compliqué de les palper un par un, mais ici ce ne sera pas nécessaire. On va surtout les palper dans leur partie distale et dans leur partie proximale. Nous allons apposer nos mains de chaque côté du genou, poser nos doigts sur la partie musculaire distale des adducteurs et faire glisser nos doigts sur cette partie musculaire. La pression se doit d'être franche, mais pas excessive. Concernant la palpation de la partie proximale, nous allons nous approcher du bassin et selon le même mouvement que la première fois, nous allons venir poser nos doigts sur les corps musculaires et les faire glisser. À nouveau, comme pour les muscles de la patte doigt, une endorotation excessive du membre inférieur peut provoquer un allongement du trajet des adducteurs et donc les rendre douloureux à la palpation. La quatrième palpation va concerner le tractus iliotibial. Je rappelle rapidement son trajet. Il est très simple, il est complètement latéral et vertical à la cuisse. Le tractus iliotibial est un épaississement localisé du fascia lata qui lui est le fascia qui englobe la totalité de la cuisse. Le tenseur du fascia lata et le moyen fessier sont les principaux muscles qui agissent à travers le tractus iliotibial. Il va trouver sa terminaison juste en dessous du genou, au niveau de la partie latérale du condyle latéral du tibia. Nous pouvons le palper juste au-dessus du genou, il est très simple à trouver. Comme pour les palpations précédentes, une pression et un glissement franc mais modéré suffisent largement. Une inflammation de ce tractus dans sa partie distale s'appelle un syndrome de l'essuie-glace. Et oui, celui-ci peut être fréquemment mis en perspective avec une chaîne de pronation. La cinquième palpation est celle du grand trochanter. Il s'agit du relief osseux palpable sur les bords latéraux du bassin. Comme d'habitude, une pression raisonnable et un glissement de haut en bas sont de mise. Lorsqu'une pronation excessive entraîne une endorotation excessive du membre inférieur, les muscles prenant leur insertion distale sur le grand trochanter comme les adducteurs ou les pelvitrochantériens vont voir leur trajet allongé et vont y répondre par une surutilisation. C'est la base du réflexe myotatique. Un muscle étiré se contracte en proportion à l'intensité de l'étirement. La palpation suivante porte sur les ligaments iliopubiens. Nous allons nous intéresser au ressenti du patient, mais également à la sensation de tension que nous allons avoir sous les doigts. Pour les trouver, il suffit de d'abord repérer les épines iliaques antéro-supérieures. Ensuite, nous identifions la position de la symphyse pubienne. Il suffit d'appuyer à mi-chemin entre l'épine iliaque et la symphyse pubienne. Lorsqu'il y a une douleur ou une tension asymétrique, nous pouvons suspecter une torsion de bassin liée à une chaîne de pronation, elle-même asymétrique. Nous allons aborder quelques points rapides pour retrouver des indices de pronation en regardant les chaussures d'un patient. Nous pouvons, dans un premier temps, regarder la face postérieure de la chaussure. Un contrefort dévié vers l'intérieur est un des meilleurs indices, comme sur cette vidéo. Dans un second temps, il est possible de retourner la chaussure, de fermer un œil et d'essayer de déceler l'absence ou la présence d'une torsion entre l'avant et l'arrière de la chaussure. Lorsqu'une torsion est imprimée dans la chaussure de façon nette, un rendez-vous chez le podologue est bien souvent pertinent. Petite information supplémentaire, si vous observez une usure de la chaussure en postéro-latéral, c'est tout à fait normal. C'est à cet endroit-là que nous souhaitons observer l'usure d'une chaussure. Un pied doit attaquer le pas en étant ouvert sur l'extérieur, comme sur la vidéo. En revanche, une usure parfaitement postérieure ou pire, postéromédiane est anormale et mérite d'être prise en charge par un podologue. Si vous souhaitez compléter ces palpations qui vous permettront déjà de détecter relativement aisément une chaîne de pronation, vous pouvez vous arrêter sur certains signes supplémentaires de la chaîne de pronation.
Parmi eux, les hallux valgus sont presque toujours des signes d'une pronation excessive. Ensuite, les subluxations externes de patella coïncident presque toujours avec une endorotation trop importante du membre inférieur. Et lorsqu'il y a endorotation trop importante, on peut suspecter une chaîne de pronation. Les douleurs qui se plaignent de brûlures à l'avant du tibia lors de la course ou de la marche peuvent soit souffrir d'un syndrome de surutilisation du tibial antérieur ou alors d'un syndrome de stress du tibia sur sa face antérieure. Dans les deux cas, cela coïncide très souvent avec une pronation excessive. Les syndromes de l'essuie-glace sont également des symptômes que l'on voit revenir dans les chaînes de pronation excessive. Les maladies de Sever et les syndromes d'Osgood-Schlatter répondent tous les deux au même principe sous-jacent. Le noyau d'ossification secondaire a du mal à se fixer sur le noyau d'ossification primaire. Cela est très souvent dû au fait que les tendons qui tirent sur ces noyaux d'ossification secondaire, à savoir le tendon d'Achille pour la maladie de Sever et le tendon patellaire pour la maladie d'Osgood-Schlatter, ces deux tendons-là ne sont pas orientés correctement, vont éventuellement subir l'endorotation et pour y répondre vont s'arquer et ainsi tirer le noyau d'ossification secondaire de façon anormale, l'empêchant de se fixer sereinement. Les fractures de fatigue au niveau des métatarsiens asymétriques et récidivantes sont très souvent des signes de pronation excessive. Elles peuvent également apparaître lors d'une supination excessive, même s'il est très probable que dans ce cas-là, d'autres symptômes précèdent. Plus généralement, nous pouvons également inclure toutes les tendinites et les symptômes de surutilisation d'un muscle qui s'insère sur le bassin et sur le membre inférieur dans les chaînes de pronation et ou de supination extrême. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vous avoir apporté de précieuses informations qui vous permettront de prendre en charge encore mieux vos patients que vous ne le faites actuellement et de pouvoir les rediriger avec plus de facilité. J'espère que vous serez indulgents, c'est la première vidéo que je réalise, donc il y a encore bien des choses à dire je pense sur la forme. Évidemment, le format extrêmement court de cette vidéo l'incite à ne pas être parfaite sur tous les points, et je pense que les experts les plus pointus auraient bien des choses à redire. Je me tiens à disposition pour les personnes intéressées afin d'échanger, d'argumenter, de débattre sur le sujet. Je pense vraiment que la solitude est inefficiente dans le domaine médical et que plus nous communiquons les uns avec les autres et mieux nous prenons en charge nos patients. Donc c'est aussi dans notre rôle de soignant que de nous renseigner sur les métiers des autres. Si jamais mon initiative peut permettre à d'autres personnes de vouloir réaliser eux aussi des vidéos, j'en serais vraiment ravi. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous avez appris bon nombre de choses. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à bientôt. Au revoir.